Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'information internationale n'est pas dans le champ habituel de Microscope, principalement dédié à la situation en Algérie. Mais la crise ukrainienne qui défraie présentement la chronique mondiale, susceptible de dégénérer à un point qui pourrait affecter la quiétude mondiale et bouleverser tous les équilibres géostratégiques dans le monde, ne pouvait pas ne pas être traité, du moins un tant soit peu explicité à nos téléspectateurs dans ses aspects les plus évidents. Nous ne pourrons pas aller, bien sûr, dans le détail des subtilités géostratégiques, des équilibres géopolitiques, mais nous demanderons à nos invités de nous apporter un minimum d'éclairage et de pédagogie sur cette question. Alors, et d'emblée, avant même que d'entrer dans la question en elle-même, il nous faut peut-être rappeler qu'elle n'est que la toute petite partie visible d'un immense iceberg. Elle n'est qu'une poussée de fièvre dans un corps, autrement dit dans une problématique planétaire, ravagée par une très grave infection, par un dysfonctionnement organisé et profondément injuste. Cette question vient rappeler que les équilibres entre les principales puissances du monde, celles nouvelles et potentielles qui sont en train de débouler dans l'ordre établi, celles qui tiennent le côté du manche, et la Russie qui continue de peser très lourd malgré le démantèlement de l'ex-URSS. Ces équilibres sont donc de plus en plus fragiles, de plus en plus contestés, de plus en plus sujets à recomposition. Autant par les tenants de l'ordre établi qui tentent de maintenir et de renforcer leur prépondérance, que par la poussée de nouvelles forces décidées à rebattre les cartes, à renégocier les consensus et les faits du prince. Nous verrons tout à l'heure les détails de cette question, mais il est nécessaire, pour la bonne compréhension de la problématique, d'avoir quelques indications de base. La raison profonde de cette crise réside dans la volonté de l'Occident d'élargir l'adhésion à l'OTAN d'autres pays limitrophes avec la Russie. Or, il faut peut-être rappeler que l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une ligue internationale politico-militaire contre l'URSS, née dans le climat de la guerre froide qui s'était installée juste après la Deuxième Guerre mondiale entre l'ex-URSS et l'Occident. L'OTAN a été créée en 1949 sous l'impulsion des États-Unis par 12 pays occidentaux fondateurs de l'organisation. La vraie et principale motivation de la création de cette alliance politico-militaire a été de faire front contre l'URSS, l'un des deux principaux vecteurs de la Deuxième Guerre mondiale et qui a commencé dès la fin de celle-ci à étendre son influence et à tenter de répandre le communisme, ennemi mortel du libéralisme. Il fallait donc lui faire barrage, le contenir. L'OTAN était dans cette logique. Après le démantèlement de l'URSS en décembre 1991, la logique aurait voulu donc que l'OTAN disparaisse. Mais malgré la libéralisation du système économique russe, l'OTAN garde son organisation et sa vocation et élargit l'adhésion à d'autres pays. Après la fin de la guerre froide, puis après la dissolution de l'URSS, d'autres pays allaient rejoindre, dont 10 pays qui étaient membres du pacte de Varsovie, en plus de 4 ex-républiques yougoslaves. Et rappelons que la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie
ont des frontières directes avec la Russie. Il ne faut donc pas être grand stratège pour comprendre que c'était là une volonté de l'OTAN, de l'Occident, d'endiguer, voire d'encercler et donc de neutraliser la Russie, qui restait une très grande puissance nucléaire. Il était donc prévisible que la Russie réagisse à l'adhésion programmée de cet autre pays qui lui est frontalier et qui occupe une position géostratégique vitale, l'Ukraine. Et l'Occident ne pouvait pas ne pas savoir que la Russie allait réagir. Le tout était de contraindre la Russie à une réaction de moindre intensité, dans une logique rampante d'occupation de l'espace. Ce ne fut pas le cas. La réaction de la Russie a été dense et d'intensité maximale. En commençant d'abord par susciter une recomposition territoriale en Ukraine, en investissant directement dans la démonstration militaire et enfin dans un discours politique direct et particulièrement déterminé qui avertit de la volonté de la Russie de ne pas se laisser encercler. Une escalade militaire est très peu envisageable, mais n'est pas à écarter néanmoins. Des effets pervers et des bavures étant toujours possibles qui pourraient déclencher un processus incontrôlable. Pour le moment, la réaction occidentale la plus plausible reste dans des sanctions économiques de très grande intensité. Mais tout reste possible, notamment une perspective de dynamique pour une vaste recomposition de l'ordre international établi et qui ne peut plus rester en l'état. La question ukrainienne, comprendre la crise. C'est ce que nous allons demander à nos amis que nous allons recevoir de nous expliquer. Et nous allons commencer par Akram Khareyev, journaliste, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Akram, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bonsoir, merci à vous. Merci. Alors, Akram, est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne, nous dire de quoi il est question dans cette crise ukrainienne, de nous faire un peu une explication de texte? En fait, la crise remonte à 2013, aux élections en Ukraine en 2013, et à la contestation qui est née autour de ces élections-là et l'éviction du président Yanukovych, qui était pro-russe et qui, à l'époque, avait choisi de signer un traité de bonne entente avec la Russie. Donc la contestation et la révolution qui en a découlé a ramené un autre président, Petro Poroshenko, qui lui était plutôt pro-occidental et qui avait entamé des démarches d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je rappelle que ces démarches n'ont pas abouti, mais que néanmoins la population ukrainienne, depuis maintenant 5 années, est exemptée de visa pour accéder aux pays européens. Mais Akram, avant que vous ne poursuiviez, les Occidentaux, est-ce qu'ils n'imaginaient pas que la Russie allait forcément réagir d'une façon ou d'une autre, qu'elle ne pouvait pas se laisser ainsi encercler? Écoutez, la vraie victime dans toute cette histoire, c'est l'Ukraine.
Oui. C'est l'unique victime. Il n'y a pas d'autres victimes. Les Occidentaux ont été très hypocrites vis-à-vis de l'Ukraine, ont toujours refusé d'armer l'Ukraine de manière correcte, ou de leur donner des moyens de se défendre, ou bien d'envoyer leurs propres troupes pour défendre l'Ukraine. Donc vous avez ça, vous avez la Russie aussi qui a des revendications dites légitimes. Je ne sais pas ce qui peut légitimer dans l'absolu une guerre, recourir à une guerre, mais les Russes estiment que leurs revendications linguistiques sur la partie du Donbass sont légitimes. Et donc, on a eu ce cocktail-là qui, petit à petit, depuis 2013, a dos de la Russie. Parce qu'il avait compris que à la première balle tirée, les Occidentaux allaient les abandonner. Effectivement, on a vu ces 15 derniers Mais est-ce qu'il y a moyen de faire autrement, si ce n'est l'escalade, s'il y a une réaction militaire à une action militaire, est-ce que ça ne risquerait pas de devenir incontrôlable? De la part de qui? De la part de tout le monde. Si jamais les Occidentaux interviennent dans cette histoire de l'Ukraine pour freiner les velléités russes, est-ce que ça ne risquerait pas une guerre mondiale, tout simplement? Non. Aux yeux des États-Unis, l'Ukraine est un réservoir de main-d'œuvre pas cher, sans plus. Les Européens ont le même regard cynique par rapport à l'Ukraine. Personne n'ira mourir pour l'Ukraine. Donc, il faut écarter cette éventualité-là. Et la Russie, en plus, a dans ses plans, j'imagine plusieurs cartes, mais probablement la carte d'une attaque très rapide, d'une décapitation de l'appareil sécuritaire ukrainien et d'un retrait rapide aussi vers les deux enclaves du Donbass. Donc, dans tout ça, c'est l'Ukraine qui va perdre son armée, qui va perdre sa dignité et ses amitiés internationales. Et sur un plan purement militaire, et je pose la question aux spécialistes que vous êtes, quelle est la situation sur un plan purement militaire? Regardez, vous avez l'Ukraine qui a une militaire ukrainienne et après on aura probablement un retrait. De toutes les façons, les structures politiques de commandement ukrainiennes ne sont plus à Kiev, ne sont plus à la capitale. Ils sont dans une ville qui s'appelle Lviv, qui est à la frontière avec la Pologne, donc très très loin. Et quelle est la nature de ces accrochages, de ces bombardements dont on entend parler? C'est entre qui et qui? Quels sont les belligérants? Non, c'est la Russie qui est en train d'attaquer par le nord, par le sud, par l'est et même par l'ouest, parce qu'il y a une enclave entre la Moldavie et l'Ukraine qui s'appelle la Transnistrie, où se trouvent des forces russes. L'attaque est générale. Elle est générale. Elle vient par le sud, par la Crimée, par le Donbass et aussi par le nord, par la Biélorussie et la Russie. Même la Biélorussie est en train d'attaquer l'Ukraine. Et quels sont les risques, selon vous? Quels sont les développements possibles que vous imaginez Je pense que ça va aller vite parce que la première phase, qui est celle de la suppression des défenses antiaériennes, s'est achevée ce matin. Il ne reste pratiquement plus de radars en Ukraine. Vous voulez dire qu'elles ont été neutralisées par l'armée russe? Oui, par l'aviation russe et par les missiles. Et pratiquement tous les postes de commandement ont été touchés aussi, partout, y compris à Lviv, très très loin. Donc, ce qui reste, il reste des forces sur le terrain qui vont essayer de ralentir la progression des troupes russes. Mais voilà, sans couverture aérienne, ça ne va pas donner grand-chose. Mais dans quel but, pour arriver à quelle fin, finalement? Dégrader les capacités militaires ukrainiennes. Et une fois que ceci sera accompli, si je peux dire? Je pense que, vu le retrait du gouvernement et des structures de commandement politique vers Lviv, il n'y aura pas de tentation d'aller pourchasser les Ukrainiens jusqu'à Lviv, mais il y aura une sorte de retrait vers le Donbass de la part de l'armée russe. Et sur la reconnaissance de ces deux républiques qui sont détachées de l'Ukraine? C'est malheureusement un fait aujourd'hui. Vous savez, c'est exactement la copie de ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie. Une guerre qui a duré 5 jours. Les Russes qui ont foncé dans le tas, qui ont complètement anéanti l'armée géorgienne et qui se sont retirés vers les deux républiques séparatistes d'Ossétie du Nord et d'Abkhazie.
Très bien. Akram Khalil, vous nous avez demandé de ne pas vous garder trop longtemps. Nous vous libérons donc avec tous nos remerciements en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci Akram. Alors, avec nous, donc, nous allons essayer de joindre un jeune étudiant algérien à Kiev pour nous parler un peu de la situation là-bas très, très vite. Mais sinon, donc, Boukhalifa Ben Mammar interviendra à la fin de l'émission, très peu de temps pour nous annoncer une nouvelle pour ce qui est d'une rencontre d'Algériens demain en Europe. Mais sinon, donc, nous aurons avec nous Karim Tabou, Idir Ounoughen et Brahim Younsi. Et je commence par accueillir Idir Ounoughen, analyste politique. Merci d'être avec nous, Idir. Bonsoir, Monsieur Benchedouf. Merci pour votre invitation et heureux d'être parmi vous. Merci. Alors, d'abord, en premier tour de micro, votre avis sur cette question ukrainienne? Quoi dire? C'était prévisible depuis très longtemps parce que il y a eu la doctrine de Poutine dans les années 90, bien qu'il n'était pas, c'était disons l'éclatement du mur de Berlin où il parlait de ce qu'il appelle l'étranger proche. La doctrine de Poutine était la suivante. Pour lui, il considérait que c'était pratiquement une catastrophe géopolitique. Je parle des années 90 avec la fin de l'URSS et je me souviens que Madame Dankos, Carrère Dankos, avait écrit un livre en 1981-82 où elle parlait déjà de l'empire éclaté, de l'empire soviétique éclaté. Alors, qu'est-ce qu'il disait Poutine? Sa doctrine était, il posait la revendication d'un droit d'intervention militaire dans tout, partout où il y a des populations russes et russophones. C'est pour ça que je vous dis que... Autrement dit, toute l'URSS, toute l'ex-URSS. Pas toutes, parce que... toute l'ex-URSS était russophone. Oui, il y a beaucoup de républiques de l'ex-Union soviétique. Je pense particulièrement aux pays baltes, Ibrahim pourra en parler. Le pays du Caucase aussi, mais ils sont russophones. Oui, tout à fait. Ouais. Non, je vous pose la doctrine de Poutine qui dit qu'il se donne le droit d'intervenir là où il y a, militairement, qu'on s'entende, militairement là où il y a des populations russes et russophones. Et son but, c'est quoi en fait? C'est justement réinventer avec moins de républiques évidemment, l'ex-URSS et faire face à l'OTAN et faire face au monde occidental. Dans la déclaration qu'il a dite à la télévision russe hier à 3h52 paraît-il ou 4h du matin, il a au-delà de dénazifier, il a suggéré donc aux militaires ukrainiens de déposer les armes et de rentrer chez eux. Évidemment, se pose le problème de, rappelez-vous, l'histoire des missiles de Cuba, où c'est JFK, M. Kennedy, ils étaient à deux doigts d'appuyer sur le bouton de la guerre nucléaire, et dans son discours, il a dit aussi que toute entrave à sa démarche pouvait entraîner immédiatement, me semble-t-il et de mémoire, des réponses jusque-là insoupçonnées. C'est pour vous dire quelle est la virulence et la vitalité de M. Poutine par rapport à ces questions. Alors, juste pour expliciter cette logique que vous êtes en train de poser sur la table, Idir, ça veut dire qu'aujourd'hui, Poutine réagit à l'installation de l'OTAN à ses frontières, notamment l'Ukraine, parce que l'OTAN, sa vocation première est de lutter contre l'URSS, et donc contre l'héritier de l'URSS, puisqu'elle n'a pas été démantelée, l'OTAN. Avec Kennedy a réagi de la même manière que Poutine qui est en train de réagir aujourd'hui, puisqu'à l'époque, l'ex-URSS voulait installer des missiles à Cuba. Tout à fait. Alors pourquoi considérer que pour Cuba, c'est une question de légitime défense et que pour l'Ukraine, ce n'est pas une question de légitime défense? Le problème, c'est que le monde a évolué, qu'il y a le mur de Berlin est tombé, toute l'Europe centrale, pratiquement, et l'Europe orientale, ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, sont pratiquement tous dans l'Union européenne.
et que les forces, bien que l'Europe dans cette question-là est tout à fait marginale, est tout à fait marginale, et c'est plus avec les États-Unis. Et moi, je pense que même le président Biden des États-Unis a fait preuve d'une extrême pertinence quand il ne voulait pas rencontrer Poutine, ce que proposait le président Macron, parce que les dés étaient jetés, la décision de Poutine était prise. Et là, on voit toute la faiblesse de l'Europe par rapport aux nouveaux enjeux de nouvel ordre mondial, parce que c'est ça qu'il faut, et on en parlera tout à l'heure avec la communauté de destin telle qu'elle a été formulée par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, et qui sont là, parce que ces deux régimes autoritaires, on en reviendra après. Ce que je veux dire, qu'il y a des intérêts vitaux et des intérêts stratégiques. Les intérêts vitaux de la Russie, c'est de ne pas avoir un pays à sa frontière immédiate qui rejoindrait les rangs de l'OTAN et même de l'Union européenne. Par contre, M. Akram Khariev disait que la demande d'adhésion à l'Union européenne, ça peut se comprendre. Mais il faut dire aussi que l'Europe a refusé l'adhésion, enfin l'OTAN a refusé la demande d'adhésion de l'Ukraine, ce qui laissait une porte ouverte sur ce qu'on appelait communément les accords de Minsk, où on donnait aux deux républiques du Donbass et de la région de Donetsk là-bas une large autonomie, etc., etc. Mais je pense que l'enjeu final, me semble-t-il, c'est que probablement, et je suis d'accord que ça va aller très vite, c'est probablement que le souhait de M. Poutine, c'est d'affaiblir donc et de dégrader complètement le commandement militaire ukrainien, ça c'est le premier élément, et deuxièmement, faire éclater les forces politiques de l'Ukraine et aller probablement dans des négociations qui dureront peut-être 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois ou peut-être une année, et aller à d'autres élections où il placera évidemment un pantin comme le président de la Biélorussie. Très bien. Avec nous, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim, merci d'être des nôtres. Merci de l'invitation. Mes salutations à toute l'équipe Le Magharibi ainsi qu'aux invités. Merci. Alors, Karim, premier tour de micro. Donc, vos impressions, votre sentiment sur cette question? Honnêtement, je ne suis pas spécialiste des questions de géopolitique, notamment de la région des Balkans, de la Russie. Mais je vais essayer de donner quelques éléments par lesquels je vois personnellement ce conflit. D'abord, c'est un conflit qui montre bien que dans ce monde, d'une manière générale, rien n'est figé, tout bouge. L'histoire bouge, la géographie bouge, et il n'y a plus de place au fait que des États ou des régimes restent figés dans ce monde. Et puis également, le monde d'aujourd'hui, il a ses caractéristiques, il a ses institutions, et toute l'humanité est mise à l'épreuve, notamment les institutions que ce monde s'était données pour essayer de maintenir un minimum d'équilibre. Et aujourd'hui, ces institutions sont sérieusement mises à rude épreuve. Le commun des mortels, les citoyens du monde, les États, peut-être auraient préféré qu'après une grave crise du Covid, puissent ouvrir la porte à des jours cléments, à des relations clémentes. Hélas, la géopolitique, elle a ses règles. Les États, ils ont leurs intérêts. Les relations internationales fonctionnent selon des allures qui sont les allures actuelles. Il est quand même regrettable sur deux plans au moins. Le premier est que ce genre de conflit crée une psychose généralisée, une peur généralisée, parce que les conflits sont liés les uns aux autres. Vous ne pouvez pas imaginer
un quelconque conflit aujourd'hui dans le monde qui est devenu un ensemble de relations, un ensemble d'intérêts, un ensemble d'alliances, etc., vous ne pouvez pas imaginer un conflit qui se passe même à des milliers de kilomètres, sans que ces conflits aient des retombées directes sur la vie de tous les jours des uns comme des autres. Et puis le deuxième élément qui relève des regrets de ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a, d'une manière claire, un recul de la communauté des valeurs, de la communauté des valeurs humaines, au profit de quoi? Au profit d'une logique. S'il n'est pas économique, il est une logique de guerre. Et d'ailleurs, quand la guerre est là, c'est que les voies diplomatiques, les voies du dialogue, les voies de l'intelligence sont bouchées. Et là, ça va provoquer des situations d'avenir qui vont encore aiguiser des conflits partout dans le monde. Bien sûr, j'ai bien écouté et j'apprécie bien l'intervention d'Eidir, c'est que effectivement le fait qu'on a encore une fois remis sur la table les anciens clivages, les clivages Est-Ouest et les clivages de la Russie d'un côté contre l'Europe, mais également contre les États-Unis d'une manière générale, ça, c'est comme si l'humanité a fait un effort colossal pour aller de l'avant. Et voilà, pour des raisons liées à la géopolitique, aux intérêts, on est remis aux années des clivages, aux années de la nécessité de choisir son camp. Et là, on a bien vu que même dans notre région, au niveau du Maghreb, à défaut de mettre en place une intégration régionale capable de protéger les peuples de cette région économiquement, socialement, et voilà, nous allons être contraints, d'une certaine manière, à choisir son camp. Et dans certains cas, et c'est ça le malheur qui arrive aux plus faibles, aux gens qui ne sont pas armés, entre guillemets, pas armés par les armes, mais armés par le savoir, par la capacité des États à faire la prospective, à essayer de déterminer des stratégies de long terme. Bon, ces mots ne conviennent pas à nous. Nous, on est loin de tous ces mots. On est loin de toutes ces paroles. On est loin de toutes ces stratégies. Nous allons revenir à ce sujet, justement, de nouvelles... des nouveaux complexes territoriaux qui déboulent, qui arrivent, de nouvelles puissances comme l'Inde, comme la Chine, comme le Pakistan, comme l'Iran, comme les grands dragons du sud-est asiatique et qui ont leur mot à dire aujourd'hui, comme la Chine. Nous allons y revenir, mais avec nous maintenant, Brahim Younsi, donc pour ce premier tour de micro. Brahim Younsi, analyste politique, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Alors, d'abord, comme ça, d'emblée, votre sentiment sur cette question ukrainienne? Est-ce que je peux dire quelque chose auparavant? Bien sûr. Parce que j'ai regardé mon ami Eidir. Oui. Jusqu'à maintenant, il avait une barbichette. Oui, c'est vrai. Il ressemblait, avec ses binocles, à Trotsky. C'est vrai aussi. Et c'est de circonstance. Or, il a enlevé il a peur de Poutine, apparemment. Et là, il a retrouvé son petit air de Omar Sharif, hein, le charmant moins, bien sûr. Tout à fait. Sinon, oui. J'ai écouté aussi votre premier intervenant, pardonnez-moi, sincèrement, j'ai oublié son nom. Karam Kharif. Akram Kharif, qui est un journaliste très pointu sur les affaires de défense et d'armement. Tout à fait. Je le suis, je lis ce qu'il fait, etc. Bon. Je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important, de très important. Oui. C'est que, pas seulement sur le Donbass d'ailleurs, hein, pas seulement sur le Donbass, sur l'ensemble de l'Ukraine, bien sûr qu'il y a un problème linguistique. Et au-delà de la question linguistique, Poutine revendique ou neutralise ou veut neutraliser le Donbass sur la question de la langue. La population
il y a des Russes, il y a beaucoup de Russes, mais aussi la population qui n'est pas russe, elle est ukrainienne, est russophone. Voilà. Mais cela dépasse la langue. Poutine a un projet. D'ailleurs, c'est le monde qui va bouger à cause des ensembles que l'on veut créer. J'avais parlé une fois, et je crois que mon ami Idel s'en souvient, du panslavisme. Je crois et j'ai l'impression que c'est la première étape, c'est le premier pas du panslavisme de la Russie. L'Ukraine est slave, et il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a d'autres pays, il y a 4 ou 5 pays qui sont slaves. Certains ont fait partie de l'Union soviétique, d'autres non. Et c'est le projet, en tout cas de la Russie, aujourd'hui de Poutine. C'est le slavisme et c'est le panslavisme. C'est de construire un ensemble slave. Comme les anglo-saxons d'ailleurs veulent construire un ensemble anglo-saxon. Et on l'a vu avec l'affaire des sous-marins français à l'Australie, que l'Australie renonce, trahit un contrat, renonce à un contrat pour le donner aux États-Unis. Et la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne et rejoint, pour l'instant qui n'est pas véritablement formé, un ensemble anglo-saxon. C'est dire que aujourd'hui cette guerre, c'est à la fois bien entendu pour empêcher l'Ukraine de rejoindre, et cela a été dit, l'OTAN, mais pas seulement. Et d'autre part, Poutine met en place une espèce, il veut sécuriser, il veut imposer un ordre de sécurité dans son espace. Mais Brahim Younsi, est-ce que, en poussant l'Ukraine à adhérer à l'OTAN, est-ce que l'Occident n'avait pas imaginé que la Russie n'allait pas se laisser faire, surtout après que la Russie se soit retrouvée avec 3 pays frontaliers dans l'OTAN, la Lituanie, rappelez-moi, l'Estonie... L'Estonie, la Lettonie, oui, et la notamment. Lettonie. Alors, est-ce qu'il n'avait pas imaginé un instant que Poutine n'aurait jamais accepté, que l'Ukraine, avec sa position géostratégique de très grande importance, puisse comme ça adhérer à l'OTAN, alors que tout le monde sait que l'OTAN, sa vocation première était d'endiguer et de neutraliser l'ex-URSS, et qui a, semble-t-il, gardé cette vocation de continuer à endiguer et à contenir l'actuelle Russie. Est-ce que ce n'était pas prévisible? C'est la raison pour laquelle, oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Poutine intervient en Ukraine. Donc c'était prévisible. C'était prévisible. Pardon? C'était prévisible. Absolument. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas prévu, eux, pour éviter cette escalade? Parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Ils ne pouvaient pas intervenir, sinon c'était une guerre nucléaire. Et la raison pour laquelle Poutine intervient en Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas nucléarisée. Et elle ne dépend pas du parapluie américain. Kaliningrad, qui est son territoire. Et Kaliningrad, qui était l'ancien Königsberg, d'ailleurs où Emmanuel Kant, le philosophe allemand, vous parlez de cette... c'est quasiment une enclave... C'est une enclave russe en dehors du territoire russe. Hein, oui. Qui donne sur la mer Baltique. En pleine mer Baltique. Voilà. Et cette enclave a des frontières à la fois, cette enclave russe, Kaliningrad, où il y a une centrale nucléaire. Oui. Il y a une centrale nucléaire. Vous avez une frontière d'environ 230 km globalement, entre bien sûr ce qui est la Russie, c'est-à-dire Kaliningrad russe, et la Lituanie. Et vous avez au sud une frontière de 300 ou un peu plus de 300 km avec la Pologne. C'est dire que ces deux pays aussi sont menacés, sauf que la Lituanie appartient à l'OTAN
et la Pologne aussi. L'OTAN serait obligée d'intervenir alors qu'elle n'est pas obligée d'intervenir pour l'Ukraine. Alors, je reviendrai à vous, Brahim Youssi, tout à l'heure pour nous expliquer un peu, ou nous expliciter cette histoire d'accord de Minsk. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a capoté et en quoi ça se répercute aujourd'hui sur la crise actuelle. Je reviens à vous dans un moment. Alors, nous allons accueillir pour très peu de temps un compatriote, Nassim, étudiant à Kiev, qui s'y trouve en ce moment, qui va rester avec nous 2 minutes pour nous dire un peu ce qu'il y a. Nassim, مرحبا بك. Oui, ça... يا أخي لاباس ما كانش مشاكل. بور لانستون مازال ما كان والو بصح يقولوا لنا باللي زعما يلفوا نهبطوا تحت المترو قبل العشرة. داكور لي شغل لي زابري بعد لي بومباردمون القصف. وي باسكو كابابل كاين قصف قال لك تما لازم ندخلوا تحت المترو. هذه في كييف ها؟ في كييف راني في السونتر ديجا راني فوكزالنا لاري تاع التران. ما كاش لي بي للفوف ما كاش قال لك ما كان لا اليوم لا غدوه. وش الحالة النفسية في كييف في وسط الجمهور الناس يعني كيف راهم؟ والله غير طري بيرتوربي طري ستريسي. شوف الناس خايفين يعني والله مش والله جي جامي فيو انا كا كيما هكا تما برومي فوا نعيش هذا لوكا فاهم. وتشوفوا في العسكر وفي تحركات عسكرية ولا نو؟ كاين يفوت علينا ديجا ماتريال تاع العسكر ريتو. والطائرات كاين طائرات فوق كييف؟ لا الطائرات البارح اليوم ما كاش اليوم جوست لي بومباردمون تاع الصباح اللي سمعناهم شويه ابري. وش الحاله النفسيه تاع الجزائريين اللي راهم عايشين ثم لي زيتيديون سورتو؟ لي زيتيديون الجيريان ما عندهمش حل. اي تلفت لهم كومبليتمون شغل ما لقاوش شكون يكونتاكتي وما لقاوش كيفاش يديبلاسي وتما ما كاش. والكونسولا والامباساد كونسولا كونتاكتونا اون سول فوا اي ابري ولينا حنا نكونتاكتيوهم يقولوا لنا ما عندنا ما نديروا لكم دبروا لسانكم. والو ما كان حتى يد مساعده يعني والو زيرو كاين عباد باتوا برا خرجوهم من اللوبجه على جال هذا لوكاك فاهم. عايشين في لوبسيجيتي كي جات افير حرب ما حرب خرجوهم قالوا لهم روحوا كل واحد ربي يسهل عليك. دوك انت ايتيديون كي يخرج في كييف وين يروح؟ وكيف راكم تنظموا رواحكم؟ كش ما درتوا حاجه باش تعاونوا الخوارج في وسطكم اللي مش لاقيين رواحهم؟ فوغ لو مومون رانا ديجا رانا في لاري تاع التران ورانا نحوسوا على لي طاكسيور اللي يقدروا يدونا للفوف دوكا وراهم يدومونديو لنا واحد لي بري شغل ما تقدرش تخيلهم هاك فاهم. وقدا راهم لي زيتيديون في الأوكران في كييف بالاخص؟ في كييف كاين بريسك 10,000 ايتيديون. 10,000 وي. لا كييف ما لي زوتر بلاص شتي با كيما خاركوف الفوف المدن الكبار زعما. واش من ايتود يدير واش من دراسات واش من دراسات انا دوكا راني بريميير راني بريباراتوار برك راني نقرا. تاع واش تقرا؟ نقرا لا لونغ برك لا لونغ الاوكرانيه. داكور تري بيان. كش ما تحب تبعث سلامك للعائله ولا؟ الله يجيب الخير برك. امين. بارك الله فيك نسيم يعطيك الصحه. ميرسي بوكو ربي يعاونكم يعيشك. Alors, je reviens à Karim Tabou. Karim Tabou, sur un plan des répercussions immédiates si la situation perdure, le baril de pétrole a dépassé déjà le plafond de $100 et beaucoup d'observateurs pensent que si ça perdure encore 3-4 jours, il pourrait très bien attendre les $130 à $140. Et donc, forcément, des impacts directs considérables sur les pays producteurs, dont l'Algérie, bien sûr. En tout cas, sur ce conflit, avant de vous répondre sur cette question précise, je pense qu'il est incomplet de considérer que tout ça vient d'un plan de Poutine. C'est-à-dire considérer que tout ce qui se passe est lié au fait que Poutine est une projection, c'est manquer une partie du conflit. Parce que
que Poutine défend des intérêts et les autres viennent chercher ces intérêts aux frontières de la Russie, bien sûr, si on fait par une espèce de regard par rétroviseur, pratiquement ce conflit, c'est juste un déplacement territorial. C'était le même conflit qu'il y a eu en Afghanistan, c'était les mêmes conflits qui se passent dans beaucoup de territoires. Ce n'est pas seulement, c'est vrai qu'il y a des raisons liées aux questions linguistiques, aux questions de frontières, aux questions de tarkib al-ijtimaïya, la sociologie des populations de la zone, mais je pense que le conflit dépasse le cadre local. D'autant plus que dans le monde, il y a des accords qui sont écrits, mais il y a également des ententes qui pratiquement font office d'accord, mais qui ne sont jamais écrits. Je m'explique. Sur spécialement la question de l'Ukraine, il y a eu par le passé un accord qui n'est pas écrit, que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. C'est-à-dire que l'Ukraine va être un espace géographique de garantie mutuelle entre les uns et les autres, parce que si les uns piétinent sur cet espace-là, c'est presque considéré comme une déclaration. Mais aujourd'hui, l'Occident est en train de dire « Ah non, le Parlement ukrainien a voté à 300 voix contre 8 d'adhérer à l'OTAN. C'est les peuples, ils sont souverains, ils veulent adhérer, on ne peut pas leur dire non. » Oui, vous savez, si jamais les votes qui se passent dans les contextes de guerre, dans les contextes psychologiques qui sont les contextes actuels, on ne tient pas compte vraiment. Hein. C'est une conséquence. Ce n'est plus une décision politique, c'est une conséquence d'un climat qui a été imposé dans la région. Dans des moments avec beaucoup de recul, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, les gens étaient en train quand même de se poser des questions sur les retombées, les risques, les conséquences d'une telle démarche. Bon, il y a toujours dans ce monde les gens qui poussent à l'extrême, il y a toujours des jusqu'au boutistes, de gauche comme de droite, de l'Est comme de l'Ouest. Donc aujourd'hui, ce conflit aura, peut-être on n'a pas aujourd'hui les instruments fiables, les mécanismes par lesquels nous pouvons évaluer les retombées, puisque vous avez évoqué la question du pétrole. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont se frotter les mains, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Mais ça serait se tromper d'analyse que de prendre ce conflit par le seul fait que ça peut avoir des retombées positives sur le prix du pétrole. Aujourd'hui, je disais, la géographie bouge. Pour revenir à nos affaires en prenant l'exemple de l'Ukraine et des conflits qui se passent ailleurs, vous savez, il y a eu, par le passé, le Soudan était le plus vaste pays de l'Afrique. Il n'est plus. La géographie a bougé. La Libye, l'Algérie et toute cette région-là va subir d'une manière ou d'une autre les conflits qui se passent très loin. Et d'ailleurs, un des éléments qui relève des conflits dans la zone du Sahel, c'est justement l'arrivée des Russes qui posent des problèmes aux traditionnelles forces qui sont là, qui considéraient que certains de ces pays étaient leur chasse gardée. Donc les conflits prennent l'allure de repositionnement. Excuse-moi une minute d'extrapoler, de donner l'exemple d'un texte que je crois avoir lu d'un grand écrivain américain. Je ne me souviens pas le nom parce que c'est un texte ancien. Lorsqu'il disait que la jungle, en fait, est marquée par 3 conflits majeurs. Le premier conflit, c'est un conflit de territoire. Tous les animaux cherchent par leurs propres moyens, par leurs propres techniques, par leur propre instinct, à faire un marquage de territoire. Le deuxième conflit de la jungle, c'est un conflit d'honneur. C'est-à-dire, les animaux, chacun protège sa ou ses femelles. Le troisième conflit, c'est l'accès à la bouffe. Vous savez très bien, l'ordre naturel, la lionne chasse, c'est le lion qui bouffe le premier, puis c'est la lionne, et puis les sous-félins, Ah, est-ce que nous avons perdu Karim?
On va essayer de le retrouver, Karim. Karim, si nous entend Karim tout à l'heure, nous reviendrons justement sur ce problème qu'il a soulevé, qui est celui des grandes concentrations régionales pour se préparer à un nouvel ordre mondial. Demain, seuls auront droit de parole les vraies puissances, surtout les puissances qui arrivent, qui déboulent maintenant sur le champ politique, le champ planétaire, et les grands ensembles régionaux, dont, par exemple, notre pays fait partie de façon potentielle, puisque ça ne s'est pas encore cristallisé, le Maghreb, le grand Maghreb du peuple, des peuples, qui peut se retrouver demain une véritable puissance régionale qui pourrait avoir droit au chapitre, si tant est que les régimes respectifs de ces pays puissent enfin se mettre d'accord. Alors, je reviens à Idir. Idir, d'abord sur ce possible impact économique sur les prix du pétrole, avant de revenir à d'autres sujets. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toutes les manières, à chaque fois qu'il y a tension, il y a augmentation. Il y a augmentation du prix du pétrole et de tous les produits donc issus de l'industrie pétrolière. Ça, c'est pas nouveau. Je me rappelle que dans les années 80, quand M. Qasdim El-Bahala était Premier ministre, et il y avait eu un incident majeur entre l'Iran et l'Irak, qui était en guerre, je me souviens, sur le détroit d'Ormuz, me semble-t-il, et ça a fait flamber les prix du pétrole. C'est évident, mais il ne faut pas oublier que quand bien même le prix du pétrole augmenterait, il faut dire aussi que les céréales, que toutes les huiles, tout le soja a terriblement augmenté. J'ai lu un article tout à l'heure en diagonale où le blé a pris plus de 40%. On sait très bien que l'Ukraine est, en plus, l'Ukraine est un des très grands pays avec la Russie du producteur de blé. Fatalement, la répercussion pour nous est évidente et ça va donner un peu plus de mou, un peu plus de lest au pouvoir en place. Mais je pense que tout ça peut être géré. Et il y a certains spécialistes, monsieur Benchenouf, qui disent que pour maîtriser le prix parce que vous avez évoqué tout à l'heure qu'il pouvait atteindre 130 à 140 $. Certains spécialistes, justement, des prix du pétrole et qui sont spécialistes de ces crises et des éléments qui cristallisent la crise, disent qu'on ne peut pas tenir le coup avec un pétrole trop élevé. Donc, ils vont probablement le stabiliser vers 110, 120, mais pour un laps de temps donné, soit en diminuant les capacités de production. Enfin, ils vont jouer sur des mesures paramétriques, mais ça, c'est un autre débat. Par contre, ce que je voudrais dire, M. Benchenouf, c'est que par cette intervention militaire, la Russie a ébranlé l'ordre mondial. Ça, il faut le prendre en considération. En plus, la Russie et la relation avec la Chine, qui sont connues pour être deux régimes autoritaires, ils ont annoncé dans un communiqué commun qu'une nouvelle ère des relations internationales était à l'ordre du jour. Ils ont attaqué à la fois l'OTAN, à la fois les USA, à la fois la Grande-Bretagne et l'Australie. Vous avez bien fait de parler, je ne sais plus qui a parlé, je crois que c'est mon ami Ibrahim qui a parlé des sous-marins, du contrat avec les Français, qui finalement... Et la Grande-Bretagne a joué un rôle complètement marginal. La Chine et la Russie, il ne faut pas oublier, ils sont tous les deux membres du Conseil de sécurité. Alors, dans la déclaration, M. Benchenouf, ils se sont engagés à promouvoir la construction d'un nouvel ordre nouveau. Oui. Et ils se sont félicités, monsieur Benchenouf, d'une communauté de destin commune. C'est rare, c'est extrêmement rare, et ça mérite d'être signalé. En plus, n'oubliez pas que la question de Taïwan pour la Chine est une question fondamentale. Donc le précédent ukrainien, au-delà de la Géorgie, le précédent ukrainien peut servir de, je ne dirais pas de jurisprudence militaire, mais ça y ressemble. Par contre, il faut attendre, je pense, demain, la réunion de l'OTAN, parce qu'il y a certains experts militaires et géopolitologues qui ont évoqué peut-être, ça dépendra aussi des bombardements d'aujourd'hui et de la situation militaire d'aujourd'hui. Mais ces points de fixation, Idir, ces points de fixation à travers, un peu, c'est comme des coins qu'on enfonce pour faire éclater une cohésion.
Taïwan en Chine, Cuba aux portes des États-Unis, l'Ukraine aux portes de la Russie. Est-ce justement pour empêcher l'émergence d'un nouvel ordre mondial que tout le monde appelle de ses voeux, et notamment ces grandes puissances qui déboulent, ces nouvelles puissances économiques surtout, ou est-ce juste des conflits idéologiques? Bon, je ne pense pas que ce soit des conflits idéologiques, parce que le problème de Taïwan, vous savez bien que Taïwan est encore, il n'est plus sous statut britannique. Comme m'avait dit le précédent président de Chine, c'est un pays, deux systèmes, en parlant de Taïwan et de la Chine donc populaire. Le souci, c'est pas celui-là, c'est que l'ordre nouveau, tel que suscité et tel que pratiquement déclaré par la Russie et la Chine, vont rééquilibrer les forces et peut-être même vont essayer de refonder ce qui fut la Société des Nations et l'ONU après. Donc il y a de nouveaux rapports mondiaux et par rapport aux ordres établis et par rapport à tout ce qui se fait normalement, et Karim l'a souligné, avec toutes ces institutions mondiales, que ce soit l'OSCE, que ce soit l'Organisation mondiale du commerce, ou que ce soit les grandes structures onusiennes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la Chine et l'URSS, la Chine et la Russie, pardon, ont, dans une déclaration commune qui a été rapportée, je le rappelle, par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, et qui stipulait qu'ils avaient une communauté de destin et qu'ils s'engageaient à promouvoir un ordre nouveau. Le précédent ukrainien peut servir à la Chine. Justement, je voulais vous poser la question et dire, est-ce que le contexte actuel ne serait pas l'annonce prochaine d'une reconfiguration planétaire où un pays comme la Russie, pour pouvoir s'étoffer, avoir lui aussi des alliés face à une telle coalition contre lui, qui pourrait aller vers des pays comme l'Iran, qui pourrait aller vers un allié qui lui est naturel, même s'il est dans l'OTAN, la Turquie, qui pourrait s'ouvrir à d'autres pays, peut-être même les doter de potentiel nucléaire, même contre l'avis de l'Occident. Est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'une telle crise puisse ouvrir la porte à des perspectives de ce genre? C'est peut-être possible, mais il faudra signaler aussi que l'Iran a contracté des accords avec la Chine. Et à la limite, certains spécialistes disent, c'est de la lecture, hein, c'est de la littérature, mais de la lecture politique sérieuse, disent que finalement l'Iran n'a pas besoin d'enrichir son uranium puisqu'elle est sous protection de la Chine. Par contre, il faudra peut-être envisager ce que je pourrais appeler des alliances avec l'Iran, et qui sont pratiquement avec la Chine, c'est fait. Et parallèlement à ça, la Chine a aussi un très très gros problème avec les États-Unis. On nous annonce le match États-Unis-Chine pour d'infinies raisons. Hein. La Chine, normalement, devrait être au niveau, et je souhaiterais c'est dommage que M. Khalifa ne soit pas là, sera au niveau de la marine, parce que qui tient la marine tient tout. Je pense qu'ils ont 7 ou 8 porte-avions et qui vont rattraper la flotte américaine. Ne pas oublier que la 7e flotte américaine est en mer de Chine, pour évidemment contrecarrer ce qu'on peut appeler les velléités chinoises d'expansion. C'est très intéressant, et voilà. Mais l'ordre nouveau mondial, oui, parce que le concept d'Hubert Védrine, quand il a parlé d'hyperpuissance américaine, rappelez-vous, M. Chirac a parlé de multilatéralisme. Nous arrivons peut-être, il y a eu des ouvertures, vous avez évoqué tout à l'heure l'Inde, qui est une puissance nucléaire, il ne faut pas l'oublier, et qui commence à être une puissance économique. Et dans ce cadre-là, il y aura fatalement, me semble-t-il, un nouvel ordre mondial. Très bien. Et quand Karim nous dit, chez nous, ça va avoir des répercussions, c'est vrai que Wagner non seulement est en Libye. Wagner est une armée privée russe. Wagner est une armée privée russe, mais tout le monde sait que c'est une armée privée russe qui a été créée par Poutine. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que dans les médias français, enfin ce qu'on lit habituellement, il
Il y a l'UEFA qui a dit que la finale de la Coupe d'Europe de la Ligue des Champions ne se déroulera pas à Saint-Pétersbourg. Au niveau du matériel défensif, que les États-Unis ont déjà envoyé du matériel défensif, des missiles, la France va le faire aussi, sa décision sera prise demain. L'Allemagne n'envoie pas de matériel, elle aura proposé 5000 casques. 5000 casques, vous voyez le ridicule. Si vous voulez, l'équation va se jouer entre les États-Unis, évidemment, pas avec son bras qui est l'OTAN, et la Russie, appuyée de manière discrète par la Chine. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, quand on m'avait posé la question, c'est que l'OTAN se réunit demain. Est-ce que l'OTAN pourra aller, pour éviter ces bombardements, à décider une exclusion aérienne à partir du Donbass et revenir vers Kiev? Il faudra attendre justement les conclusions. Très bien, restez avec nous, Edir. Je reviens à vous dans un instant et je reviens vers Brahim Younsi. Brahim Younsi, si vous pouviez nous expliciter un peu le protocole, non pas le traité de Minsk, le protocole de Minsk qui a eu lieu en septembre 2014 au sujet de ces républiques, je ne sais pas prononcer, le Donetsk, le Lugansk. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu rapidement pour que nous puissions nous faire une idée? C'est la neutralisation de ces deux enclaves, de ces deux républiques, ce qu'on appelle le Donbass. Qui sont à l'intérieur du territoire ukrainien. Et oui, c'était des territoires ukrainiens. Et cette question, en dehors du protocole ou du traité de Minsk qui est tombé à l'eau avec cette invasion, c'est clair. Donc on ne parle plus du traité de Minsk, c'est terminé, il est caduc. Mais tout ce qui a été soulevé, notamment par mon ami Edir, sur la question de Taïwan, par exemple, j'allais en parler, c'est l'intangibilité des frontières. Or, les puissances et la Russie est en train de travailler au contrôle de la Méditerranée occidentale, ce qui nous concerne, comme ça concerne l'Algérie. D'autre part, vous avez à juste raison parlé de la Turquie. Et à un moment, il y avait, pas une alliance, mais un rapprochement russo-turc. Moi, je ne crois pas à une alliance entre la Turquie. Elle peut être conjoncturelle. Vous savez l'histoire, et c'est la raison pour laquelle je reviens au panslavisme, et du côté turc au panislamisme. Et c'est le 19e siècle, nous sommes en train de revivre le 17e siècle, notamment dans cette région. Parce que des territoires turcophones sont occupés d'une certaine manière par la Russie, de façon directe ou indirecte. Au Caucase notamment. Par exemple. C'est dire que les rivalités panslavisme, panislamisme sont face à face. N'oubliez pas l'annexion de la Crimée. La Crimée en mer Noire fait face à la Turquie. Je vous rappelle, la Crimée, elle est russophone. Elle est russophone, la Crimée. Je vous le rappelle. Comment? Est-ce qu'elle est russophone, la Crimée? Ah oui, il y a des russophones, évidemment. Il y a des russophones. D'ailleurs, c'est Staline qui l'avait cédé, qui l'avait annexé à l'Ukraine. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'entre la Turquie, ou ce qui était à l'époque l'Empire ottoman, entre la Turquie et l'Empire russe, il y a eu 13 guerres. 13 guerres pour le contrôle de tous les espaces, et du Caucase notamment, et de la mer Noire. Il ne faut pas oublier également que le traité de Sèvres a octroyé, a cédé, et c'est la France qui l'a fait, le Sandjak d'Alexandrette, que les Syriens revendiquent. Et la France avait cédé le Sandjak d'Alexandrette à la Turquie. Or, aujourd'hui, la Syrie le revendique. C'est-à-dire que les Turcs se retrouvent en rivalité avec les Russes, et les Russes en rivalité avec la Turquie, à la fois en mer Noire et en Méditerranée.
c'est des ensembles à la fois, je ne vais pas dire religieux, parce que la Sainte Église aussi russe, qui a été forte pendant l'Empire sous les tsars, la Sainte Église la russe est en train de revenir en force en Russie. Il faut le dire. Les questions religieuses jouent dans le monde entier un rôle primordial. Et bien entendu, les langues et les ethnies, si j'ose dire. Est-ce à dire qu'une éventuelle alliance turco-russe est inenvisageable à cause de ces problèmes que vous... Non, j'ai dit qu'elle est envisageable selon la conjoncture, selon le contexte. Parce qu'ils peuvent avoir des intérêts communs et ils ont des intérêts communs. Aujourd'hui, mais à long terme, il va y avoir des rivalités, peut-être même une guerre entre la Turquie et la Russie. Et si demain, à la réunion de l'OTAN, la Turquie sera mise devant la sommation de fermer le détroit du Bosphore, par exemple, ou du moins d'en réduire la circulation pour gêner les Russes, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et elle pourrait refuser. À l'OTAN, elle est membre de l'OTAN. Oui, normalement, oui, elle adopte les résolutions de l'OTAN. Logiquement, mais je ne crois pas que la Russie va marcher dans ce type de projet. Ceci dit, c'est l'intangibilité des frontières qui est en question. C'est que l'Occident... Mais Brahim, pardon, avant de donner la parole à Karim Tabou, intangibilité des frontières, d'accord. Mais vous connaissez quelqu'un qui vend une maison à quelqu'un, il lui dit mais à une condition, je te vends pas le clou là qui est dans le mur, il est à moi. Oui. Et après, à chaque fois, il vient pendre une charoni, jifa, ce qui fait que l'autre il lui a revendu la maison à très bas prix. C'est pareil, بالنسبة les Chinois, Taïwan c'est مسمار جحا, بالنسبة l'Américain, Cuba c'est مسمار جحا, بالنسبة l'Russe, l'Ukraine c'est مسمار جحا. Donc on ne peut pas parler d'intangibilité des frontières dans un tel cadre, dans un tel contexte. Attendez, je parle sur le plan global. Ah, oui, j'entends bien. Quand l'Israël annexe le Golan, quand Israël occupe des territoires qui internationalement ne sont pas les siens, c'est-à-dire la Cisjordanie, notamment la Cisjordanie. Quand elle occupe des territoires palestiniens, qu'une résolution des Nations Unies, je crois que c'est la résolution 142 si je ne me trompe, qui a séparé, qui a divisé en deux la Palestine, elle a occupé des territoires et les frontières, l'intangibilité des frontières n'est pas... ça n'a pas joué. Voilà, l'intangibilité pour les Occidentaux, notamment dans le cas du Golan. Et là, qu'est-ce que les Chinois vont faire? Est-ce que les Chinois vont eux aussi envahir Taïwan, ex-Formose? C'est dire qu'aujourd'hui, parce que les Occidentaux, y compris pour la question du Sahara occidental d'ailleurs, il faut le dire, l'intangibilité des frontières n'a pas joué, comme vous dites, elle n'a pas joué pour le Golan, n'a pas joué pour le Sahara occidental, n'a pas joué pour d'autres territoires. La Russie se donne le droit d'occuper des territoires qu'elle peut estimer être les siens, parce que l'histoire de l'Ukraine et de la Russie est très longue, et à un moment donné de l'histoire, Kiev était la capitale de la Russie. Oui. Alors, restez avec nous, Brahim. Je suis vraiment obligé de faire tourner le micro. Restez avec nous. Karim Tabou, vous parliez tout à l'heure de ces grands rassemblements géographiques, idéologiques, économiques, pour faire face au nouvel ordre mondial qui se dessine. Et notre région est tout indiquée, le grand Maghreb des peuples ou l'Afrique du Nord, qui tout naturellement devrait... tout naturellement et tout, j'allais dire spontanément, devrait constituer un grand ensemble nord-africain, économique, politique, pour faire face justement à la nouvelle configuration mondiale qui se dessine. Or, en l'état des choses, ça semble tout à fait exclu, voire impossible. Oui, si on n'est pas dans les feux de l'action, l'intelligence des États serait de faire un bon management des conditions
qui sont là et qui se posent sur la scène géopolitique internationale. Le bon management serait de trouver le bon moment, les belles opportunités pour chercher de la place dans l'équation des autres à sa propre équation. Ça, c'est d'une manière générale, quand nous avons des régimes, des pouvoirs qui réfléchissent dans la perspective de placer l'intérêt des nations, l'intérêt des peuples au centre de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas le cas. Nous, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé tout à l'heure. Je voulais faire arriver l'idée que nous, malheureusement, nous sommes pratiquement les sujets des conflits. Nous ne sommes pas les acteurs. Nous ne sommes pas des gens qui sont capables d'impacter, d'influencer le cours de l'histoire du monde. Et malheureusement, l'idée même de l'intégration maghrébine qui aurait pu constituer un ensemble économique, un ensemble militaire, un ensemble politique, un ensemble commercial, malheureusement, il a été doublement mis en échec par les régimes en place qui continuent de nourrir les conflits à l'effet d'embrigader les peuples et d'empêcher les peuples de toute émancipation. Et puis il y a également un autre facteur qui est le facteur extérieur. Je ne pense pas que les éléments extérieurs, les puissances extérieures laisseraient se construire un ensemble dans une zone stratégique comme le Maghreb entre ces pays. Et c'est pour cette raison que les conflits sont aiguisés, les tensions sont aiguisées, les contradictions sont aiguisées. Et il y a beaucoup d'acteurs dans la région. Il n'y a pas qu'un seul acteur. C'est ce qui explique également pourquoi les retombées assez souvent s'en effacent sur nous. Nous n'avons pas été intelligents pour nous placer dans les grands enjeux internationaux parce que nous ne disposons pas de matériaux, nous ne disposons pas d'instruments scientifiques. Lorsque dans un pays quelconque, vous voyez l'état de l'université, l'état des instituts d'observation de géopolitique, ni en matière de l'armement, ni en matière de l'énergie, ni en matière de l'économie, ni en matière commerciale, nous allons inévitablement subir contre notre gré ces conflits et leurs retombées. Malheureusement, les pays du Maghreb sont actuellement doublement otages des régimes d'abord, de dictature, mais également des régimes qui sont le bras long des puissances occidentales, puisque dans la région, osant le dire, la main étrangère, c'est les régimes. Ce n'est pas les peuples, ce n'est pas les citoyens. La main étrangère, c'est les régimes. Oui. Alors, restez avec nous, Karim Tab, nous allons faire un dernier tour de micro et puis nous recevrons pour très peu de temps Benamamar Boukhalfa qui veut nous apprendre une nouvelle pour ce qui est d'une rencontre qui aura lieu demain. Dernier tour de micro et dire moins de 2 minutes chacun, s'il vous plaît, au sujet de cette question. Et dire on n'entend rien, Edir. Je vous disais, Monsieur Bencheno, c'est toujours 2 ou 3 minutes avec vous. À la fin de l'émission, moi j'aimerais bien rester avec vous encore 2 heures. Ce que je voulais dire, c'est que juste pour corriger un peu, Brahim, tu m'excuseras, mon cher ami, ce n'est pas Staline pour la Crimée, c'est Khrouchtchev, sur simple décret, qui a restitué la Crimée, qui, faut-il le rappeler, était sous domination ottomane, qu'il a par simple décret, qu'il a transféré à l'Ukraine. Et ensuite, Brahim, quand tu parles d'intangibilité des frontières, je te dis oui, mais je pense que tu as omis de dire issu de la décolonisation. Donc ça change un peu tu me répondras et j'accepterai ta réponse avec beaucoup d'amitié. Alors, pour terminer, il faut simplement se dire, la Russie contrôle depuis un certain temps une grande partie du Donbass. Toute cette mise en forme, cette mise en branle de la machine militaire russe a été planifiée depuis de longs mois. La seule question qui mérite
réflexion, et ça c'est les géopolitologues et les stratèges militaires évidemment, tout en mettant en perspective l'idée de Brahim, du panslavisme, et que la Russie retrouve son empire au même titre qu'Erdogan, au même titre que les grands empires passés. La question, c'est où va s'arrêter la Russie, territorialement, militairement et politiquement? Est-ce qu'ils ne vont pas finalement éteindre la démocratie naissante de l'Ukraine pour installer un fantoche qui serait évidemment à la solde de Moscou. Et voilà. Merci Dir, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, dernier tour de micro. À mon ami Dir, est-ce que tu as vérifié ton information sur la Crimée? Je l'ai ici, d'un simple décret, Khrouchtchev fit don de la Crimée à l'Ukraine en 1954. D'accord. Idir veut dire quelque chose. Idir, oui, très bien. Idir. Mon cher Brahim, j'étais à limite. Toute l'affection que je te porte. Très bien. Mon cher, voilà, c'est tout. Je ne me serais jamais permis. Tu as toute mon estime et mon amitié. Simplement, sur la question de l'intangibilité des frontières, je ne te suis pas seulement pour l'intangibilité des frontières, c'est un critère de droit international. Même les territoires conquis par la guerre doivent être restitués, et tu le sais très bien. Et c'est le cas, par exemple, du Golan. C'est le cas des territoires palestiniens occupés par Israël et qui les annexent. Et c'est le cas du Sahara occidental, et pas seulement pour des raisons de décolonisation, etc., etc. Tu as plein de territoires qui sont pris par des puissances et qui ne dépendaient pas de l'empire colonial. D'autre part, vous savez que mon épouse est lituanienne. Donc je suis très sensible à ces questions-là que je suis, j'allais dire, de minute en minute. Je connais aussi l'état d'esprit à la fois des Lituaniens et des pays baltes notamment, vis-à-vis de la Russie. Les Lituaniens en particulier, pourquoi je dis cela? Parce que dans son discours d'hier, je crois, Poutine a parlé de dénazifier l'Ukraine. Or, il ne pourra pas dire la même chose, par exemple, d'un pays comme la Lituanie, parce que ce sont il y a un problème, il semble qu'il y ait des interférences. Allez-y, Brahim aussi. Oui, donc il ne pourra pas parler de dénazifier la Lituanie ou la Lettonie ou l'Estonie concernant les pays baltes, pas même la Pologne d'ailleurs, qui a été bien entendu occupée par l'Allemagne nazie, et on sait ce qui s'est passé. Mais les Lituaniens n'avaient pas collaboré, n'ont pas été collaborés avec le régime nazi. Et au contraire, ils ont combattu le nazisme et les nazis. Donc, Poutine n'aura pas la légitimité notamment de prétendre aller dénazifier les Lituaniens. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Mais la Russie est en situation aussi, elle a des faiblesses, notamment les faiblesses économiques, et ça va se jouer là. Ça dépendra de la solidarité de la Chine. Quand vous connaissez le PIB de la Russie, c'est autour de 1600 milliards de dollars. Le PIB des États-Unis, c'est autour de 25 000 milliards de dollars. L'Union européenne, les pays de l'Union européenne, c'est presque autant, ils sont les deuxièmes, et les Chinois viennent après. Est-ce que les Chinois vont apporter une aide, une respiration financière à la Russie, parce que le talent d'Achille des Russes, c'est son économie. Merci. Il n'a pas les moyens financiers et économiques de faire une guerre
ou d'étendre la guerre, notamment aux pays baltes, à la Pologne et à la Roumanie, parce que nous n'avons pas parlé de la Roumanie, parce que Poutine vise aussi la Roumanie. Merci Brahim Youssi, c'est pour ça que la probabilité la plus attendue est celle de sanctions économiques très fortes. Idir, vous voulez dire quelque chose? Idir? Je n'ai pas eu l'occasion de saluer, donc je salue Karim, je suis heureux que tu retrouves la parole et que tu t'exprimes, on en avait bien besoin, tu as toute mon amitié. Voilà. Karim que nous avons perdu, que nous n'avons pas réussi à joindre, mais j'imagine qu'il doit nous suivre encore, que nous saluons aussi. Alors, Ben Mamar Boukhalifa est avec nous. Boukhalifa, vous vouliez donc nous apprendre quelque chose. Merci d'abord de nous avoir rejoints. Oui, bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs et à vos invités. C'était juste pour dire que Riposte International et d'autres collectifs organisent demain un rassemblement à Genève en soutien aux détenus pour délit d'opinion ou détenus politiques en Algérie. Donc le départ se fera à la place de la République vers 6 h du matin. Donc il y a un bus, il y a encore des places éventuellement pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Le rassemblement aura lieu entre 13 h et le retour sera prévu à 16 h. Donc c'est une action, donc on sera rejoint par nos concitoyens qui viendront d'Allemagne. Il y aura une convergence un peu par les pays limitrophes et certains d'un peu plus loin. Et ce sera l'occasion quand même d'alerter pour la énième fois le Haut Commissariat aux droits de l'homme sur les exactions dont sont victimes les Algériens qui ont décidé de réclamer, d'espérer un peu plus de liberté et des ouvertures meilleures de ce qu'ils souhaitent pour notre pays. Donc demain, rendez-vous à Genève à partir de 13 h pour un rassemblement où il sera question, surtout cette fois-ci, des exactions et des exactions. Donc gardons notre potentiel d'indignation intact, voire même plus. Et ce n'est pas tant le nombre qui compte aujourd'hui, c'est de refuser la fatalité du rideau de fer qui est en train de tomber avec la complicité des puissances méditerranéennes sur ce qui se passe en Algérie. Boukhalifa Ben Mamar, merci beaucoup. Nassim, merci beaucoup. Brahim Youssi, merci beaucoup. Idir Nourn, merci beaucoup. Karim Tabou, merci beaucoup. Akram Khraïf, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, mes chers amis, qui nous avez suivis. Qala khair, salama.